Le sarcome de Kaposi. Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Plusieurs centaines de cas en France, 4000 aux États-Unis, dont 1700 ont été mortels, semant la terreur parmi la communauté homosexuelle. Les années 80 auront été marquées par une inquiétante progression du sida. Une maladie effroyable qui supprime les défenses du malade, souvent jusqu'au cancer, parfois jusqu'à la mort. Ce virus supprime les défenses immunitaires de l'organisme. Il tue dans 3 cas sur 4. À New York, les employés des pompes funèbres refusent de toucher les corps. C'était le 1er décembre 1993. ACT UP encapotait l'obélisque de la Concorde à Paris pour alerter l'opinion sur le sida. À l'époque, aucun traitement efficace n'existait. On avait peur, les gens mouraient. La France a été l'un des pays d'Europe de l'Ouest les plus touchés par le sida. Plus de 35 000 morts entre 1981 et aujourd'hui. Mais la propagation du virus tant redouté, l'épidémie généralisée, n'a finalement pas eu lieu. L'arrivée des trithérapies, en 1996, a permis de maîtriser la maladie. Alors 14 ans après l'arrivée de ces traitements, comment vit-on avec le virus? Ça veut dire quoi, être séropo en France, dans un pays du Nord? Où en est l'épidémie, aujourd'hui, en 2010? Dans la situation sanitaire française, le sida n'existe quasiment plus. Ce qui reste, c'est le VIH, c'est-à-dire le virus lui-même responsable. Pourquoi on est descendu aux archives? C'est parce qu'il y a une réglementation récente, une note de service à sens public qui dit que les dossiers des patients décédés depuis plus de 20 ans, normalement, doivent disparaître. Ils partent au pilon, en fait. Bon, je parle des dossiers des patients VIH, oui. Enfin, des patients morts du sida. Donc, depuis plus de 20 ans. Et ces patients qu'on a dans ce livre, hein, avec toutes ces pages et tous ces noms de gens qui ont des histoires, enfin qui... Mais vous perdiez combien de personnes par semaine dans votre service à l'époque, professeur? Écoutez, à l'époque, disons, d'avant les trithérapies, dans le service, on avait un décès tous les 5 jours. Enfin, moi, je me refuse, comme certains dossiers, à les voir disparaître, quand même, ne serait-ce qu'à la mémoire des gens qu'on a connus, quand même. Hein. Quand je descends ici, j'ai un peu le sentiment, vous savez, quand on descend dans une crypte, de gens qui sont... Beaucoup de gens sont morts du sida avec la souffrance que ça représentait. De mourir jeune à 30 ans, c'est quand même quelque chose de très douloureux. Et c'est des histoires médicales qui, au jour d'aujourd'hui, quand elles sont vues par les jeunes médecins, les internes, sont des histoires qui sont complètement... extraordinaire, entre guillemets, de quelque chose que les jeunes internes au jour d'aujourd'hui ne connaissent plus. Les complications infectieuses qui définissaient le sida avec tout son cortège de maladies infectieuses qui aboutissaient à la mort en l'espace de quelques mois, hein, au début de l'épidémie, est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, dans le système de santé en France, bien entendu, en Afrique ou dans d'autres pays, ça peut éventuellement se voir, mais chez nous en France, c'est quelque chose qui ne se voit plus du tout, quand même. Donc, la maladie en elle-même ne tue plus. En clair, la maladie en elle-même ne tue plus. La maladie en elle-même ne tue plus. L'expression peut sembler péremptoire, car des morts, il y en a encore en France. Mais ce que le professeur Vidcock veut entériner par là, c'est qu'aujourd'hui, les personnes infectées par le VIH et qui bénéficient d'un traitement dans des délais appropriés ne développent plus les symptômes cliniques du sida.
C'est écrit noir sur blanc dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur la lutte contre le VIH. La page des années noires du sida, celle de l'hécatombe suggérée par les spots de l'époque, est bel et bien tournée. Aujourd'hui, le sida en France, c'est 20 000 morts. 330 000 séropositifs, un mort toutes les 2 heures. Ces chiffres datent de 1994. Avec l'arrivée des trithérapies, la mortalité a chuté de 80% en France. Il y a désormais environ 1 millier de décès par an. Et des décès qui sont de moins en moins causés par le sida lui-même et ses maladies opportunistes, mais davantage par des pathologies comme certains cancers ou des maladies cardiovasculaires. Le VIH intervient alors comme un facteur de risque. Tous les rapports soulignent ainsi cette réalité. Pour la majorité des séropos français, on est passé d'une maladie mortelle à une maladie chronique. J'ai été contaminée dans les années sida, début des années 80 sans doute. Bon, j'avais beaucoup d'amis toxicomanes, beaucoup d'amants surtout. Et puis j'étais... Alors les milieux à risque, on dit, bon, faut pas parler de milieux à risque, mais néanmoins ça existait les milieux à risque. Quand on va au palace tous les soirs et qu'on couche tous les soirs avec un mec différent, on est dans les milieux à risque. Et moi, ça résulte un peu de ces années-là, quoi. Ça, c'est 95, j'étais très très fatiguée, mais j'étais très bien physiquement par ailleurs. Et puis 2 mois après, j'étais à l'hôpital avec une méningite à cryptocoque, enfin bon, il me restait 24 heures à vivre si les trithérapies n'étaient pas arrivées juste à ce moment-là. T'as eu peur de mourir dans ces années-là, Marjolaine ? J'ai cru que c'était pas possible. Pour moi, c'était impossible que je meure. Même si tout me disait que je devais mourir, quoi. En 90, on était dépistés, c'était vraiment une condamnation à mort. Mais pour moi, c'était impossible, quoi. C'était inacceptable, quoi. Même à l'hôpital, quand j'avais ma méningite, je me disais non, je vais pas mourir. Et donc voilà, je suis pas morte. Quand on prend ces médicaments toute seule et que c'est rien, quoi. Aujourd'hui, enfin, je veux pas banaliser le truc, mais c'est rien d'être séropo aujourd'hui. Enfin, faut peut-être pas trop le dire. Mais on va bien, quoi. Ça, c'est ma boîte de médicaments depuis le début. Je vous la montre quand même. C'était mon petit virus, quoi. Et comme puis, un petit chien. Comme un petit chien, voilà. C'était ma petite bestiole. Et ça, c'est la carte postale que j'ai depuis le début, que je transporte de boîte de médicaments en boîte de médicaments. Et donc, au début, je notais les prises. Au début, il y avait quand même 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20h30, 24 heures, quand même. Puis aujourd'hui, non, 20 heures, c'est tout, une prise par jour. Moi, je fais mes cachets pour la semaine, comme ça, je suis peinarde. Au début des trithérapies, on en mangeait plein, et c'était presque... C'était joyeux même, on allait guérir, et il fallait se bourrer de médicaments, et plus on en mangeait, et plus le virus allait être niqué. Ça tenait du jeu vidéo. Hein, Pac-Man, quoi. Ouais, tout à fait. Moi, ça... Mais bon, aujourd'hui, ça continue, mais enfin, le virus, il est planqué, là, il dort, soi-disant, alors on ne sait pas où il dort. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de préparer un autre coup, quoi ? C'est ça la question, quoi. Marjolaine a expérimenté tous les traitements successifs contre le sida. Les premiers, comme l'AZT, toxiques et peu efficaces. Et puis, à partir de 1996, les premières trithérapies, qui permettent de faire baisser considérablement
la quantité de virus circulant dans le corps. La charge virale devient ainsi indétectable dans le sang. Sa quantité est si faible qu'on ne peut même plus la mesurer. Au fil des ans, les trithérapies se sont incroyablement améliorées et la vie des séropos avec. Il y a beaucoup moins de cachets à prendre par jour, moins d'effets secondaires aussi. Pour autant, l'annonce d'une séropositivité est encore loin d'être vécue comme celle d'une maladie chronique. J'ai appris ma contamination il y a juste 2 mois. Voilà. Je suis une maman célibataire, petite prof de province, la cinquantaine. J'ai plutôt eu une vie quasi monacale pendant plusieurs années. Et là, ces dernières années, j'ai fait 3 rencontres. Voilà. Je fais vraiment partie de ces personnes qui ne pensent jamais au sida. Jamais, 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 jamais. Hélène n'a encore parlé à personne de sa récente contamination. La peur du rejet, du jugement, la honte, un sentiment de culpabilité diffus, encore et toujours. Seule son infectiologue, Marina Karmoshkin, est au courant. C'est la 2e fois que les 2 femmes se rencontrent. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Mieux. Mieux, entre le premier rendez-vous et aujourd'hui, j'ai compris que j'allais pas mourir. Ça, c'est déjà... Voilà. Et ça s'était tellement mal passé avec mon médecin traitant. Si je me souviens bien, c'est vous dont le médecin traitant vous a dit « Donnez-moi la carte bleue, vous êtes séropositive ». C'est ça. C'est ça, ouais. Mmh. Et cette phrase qui m'a longtemps frappée, c'était vraiment vous avez été en contact avec quelqu'un porteur du virus du sida, vous avez... Et je n'arrêtais pas de dire, mais j'ai le sida, vous avez été en contact. Et il répétait inlassablement la même chose. Voilà, je me suis dit, je vais mourir. Voilà. Ça, c'était un vendredi, et puis le lundi, par chance, vous avez pu me recevoir. Et puis voilà, j'ai passé quand même 3 jours... à penser que j'allais mourir. Alors effectivement, le fait qu'on découvre une séropositivité relativement peu de temps après la contamination, ça veut dire que vous allez bénéficier d'un suivi toute votre vie, mais effectivement, vous n'allez pas mourir puisque vous allez être suivi. Et donc, à ce prix-là, au prix du suivi et des médicaments, votre espérance de vie sera normale. Alors, je vous montre un petit peu vos résultats. Puisque l'on voit, ce qui est quand même le résultat le plus important, c'est vos défenses immunitaires avec des T4. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez bien ce que c'est que les T4. C'est un peu sonné. Les T4, c'est les globules blancs qui luttent contre les infections virales et parasitaires. Et c'est en fait le paramètre le plus important pour décider du moment auquel on met en route un traitement. D'accord. Et là, vous êtes autour de 600 CD4. Donc voilà, c'est un résultat qui est tout à fait correct, qui va nécessiter un suivi. D'accord. J'ai l'impression d'être hors du temps quand je suis ici. Il y a cette sensation de... C'est peut-être pas vrai, quoi, je suis pas là. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'étrange qui se passe quand on franchit les portes ici. Je sais, mais j'ai pas envie que ce soit... Enfin, c'est un peu compliqué. Accepter sa séropositivité, c'est extrêmement variable. Il y a des gens qui l'acceptent jamais et qui vivent un peu en guerre contre eux-mêmes, en guerre contre le virus, en guerre contre ceux qui les ont contaminés. Et puis, il y a des gens qui font le chemin relativement rapidement et qui, petit à petit, comprennent que cette histoire d'infection, ça fait partie de leur vie et finalement il ne va pas y avoir de guerre particulière, mais apprendre à vivre avec les petites modifications que cela implique. Hein. Mais finalement, je crois que ce n'est pas la révolution. La chance d'Hélène, c'est d'avoir été dépistée très tôt. Dans ce cas, l'espérance de vie d'un nouveau séropo est quasi la même qu'une personne séronégative. Une révolution. Mais à une condition,
observer scrupuleusement son traitement. Et ce n'est pas toujours facile. C'était une nuit avec un garçon qui me plaisait. J'avais bu de l'alcool parce que j'avais fait la fête. C'était un moment où j'ai pris beaucoup de plaisir. Malgré tout. Malgré tout. Plaisir que j'aurais pu sûrement prendre en ayant mis une capote. Hein. Mais ça n'a pas été le cas. Kevin ne supporte pas le premier traitement qu'on lui donne, trop lourd à encaisser. Il tente 2 autres trithérapies qu'il abandonne également, trop d'effets secondaires. Il tombe alors malade et développe le fameux sarcome de Kaposi, un cancer de la peau symptomatique du sida qu'on ne voit quasiment plus en France. Il s'en est sorti grâce à une chimiothérapie et à une nouvelle trithérapie. Il y a eu une espèce de bad trip où j'ai presque sciemment creusé ma tombe, des fois à raison. Hein, je supportais pas le traitement, c'était trop lourd, la maladie en elle-même, c'était trop, tout était trop. Et j'avais l'impression d'être une espèce de bombe à retardement complètement gérable. Et puis il a fallu que je fasse un travail sur moi en disant ce putain de virus, je peux le maîtriser. Et ça a été long. Et puis, à un moment donné, j'ai remonté la pente. Et je dis non, c'est moi le plus fort. Ça ne peut être que moi le plus fort. Tout simplement parce que c'est mon corps. Pendant très longtemps, j'avais un gros problème. C'est que souvent le matin, j'étais incapable de me souvenir si j'avais pris ou non les médicaments. Donc, et j'ai mis du temps à m'y résoudre parce que je trouvais que l'idée d'avoir un pilulier, ça faisait un petit peu grand-mère quand même. Et en même temps, je me suis un peu résolu à prendre un pilulier, comme ça au moins, c'est pratique. Ça a vraiment été un remède miracle pour moi. C'est royal. C'est 3 cachets dans la journée, c'est pas d'effets secondaires, et avec des effets thérapeutiques bénéfiques, quoi. Enfin, j'y croyais pas il y a 2 ans. Hein. Je pensais pas. Pour moi, c'était la trithérapie, quelle qu'elle soit. Je la gère pas, les effets secondaires sont trop importants. Et là, j'ai une trithérapie qui est tout l'inverse de l'idée que je me faisais de la trithérapie. Kevin a grandi choyé par sa mère et ses grands-parents, fils unique, proche des siens. Son homosexualité n'a jamais posé problème à sa famille. Mais annoncer à ceux que l'on aime le plus que l'on est infecté par le VIH, le virus du sexe et de la mort dans l'inconscient collectif. Leur dire que l'on est désormais séropositif, condamné à prendre un traitement à vie, reste une épreuve périlleuse, même dans une famille ouverte. Je savais pas comment le dire à ma mère. Ça, c'est évidemment. Alors là, je trouvais pas les mots. Et donc je l'ai dit à ma grand-mère. Et effectivement, t'as un peu la réaction un peu logique, c'est que ma grand-mère a commencé à pleurer. Donc ça n'a pas été facile pour moi, quoi. Ce que j'ai pas compris, pardon, Kevin, ce que j'ai pas compris, que Kevin, il allait voir les séropositifs. C'était un gars qui connaissait tout. Il allait voir tout ça. J'ai pas compris que lui s'est fait avoir. Maman a toujours été une mère moderne qui, quand j'étais jeune, me parlait de prévention, quoi. Et donc je savais pertinemment que là, pour le coup, elle allait se poser la question de savoir où est-ce qu'elle a pêché, alors qu'elle a pêché nulle part. Bon, là, ça a été un petit peu réaction un peu difficile. J'ai hurlé à la mort. Voilà. Tout simplement. VIH égale sida. Enfin, à l'époque, c'était égal sida égale mort aussi. J'étais pas aussi informée que je le suis aujourd'hui. Donc, j'ai eu l'impression que mes entrailles étaient ouvertes, quoi, en fait. Voilà, la peur de perdre mon fils,
Et je vis encore aujourd'hui avec ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des traitements adaptés que tout est gagné. Je veux dire, il faut arrêter avec ça. Effectivement, le malade avec la trithérapie se sent mieux, la charge virale descend, plus d'anticorps, d'accord. Il y a aussi d'autres pathologies qui peuvent se greffer. Même si les sous trithérapie, même si les choses vont mieux, je sais que ma vie est fichue. Tu la rassures, du coup, sur ton état de santé, sur... Non, je crois pas. Je vais pas... Non, mais je vais... Non, parce que je vais pas me mettre à l'appeler toutes les semaines en lui disant « Bonjour maman, ça va, je t'appelle pour dire que ça va très bien. » Non, en même temps, il y a plusieurs mois de ça, je ne pouvais pas poser de questions. Oui, mais parce que... Bah oui, parce que j'avais... Donc mon angoisse grandissait de plus en plus. Et vous, Jacqueline, votre petit-fils, vous arrivez à vous ôter de l'esprit qu'il est séropositif quand vous le regardez maintenant, ou vous êtes pareil toujours dans cette inquiétude? Non, pour moi, mon petit-fils, ça va. Je ne vis pas avec sa maladie. Pour moi, il est en bonne santé. Je ne vais pas plus loin. Ah oui, surtout là. Quand je vois mon petit-fils, j'ai de l'espoir. Ah oui. En fait, tu sais que c'est là, que ça va pas partir, et puis en fait, ça te... Même il y a des moments où tu crois ne pas y penser, mais tu y penses toujours à certains moments de la journée, quoi. Ça fait 8 ans et demi que ça dure, et ça me gêne toujours autant, quoi. Ça va, toi? Tu t'en fiches, toi. Il est tranquille, le bonhomme. Karl a été contaminé dans des circonstances qu'il préfère garder pour lui. C'est lassant de devoir toujours se justifier, de devoir révéler une part secrète de soi, en plus de sa séropositivité. Il vivait déjà avec Elisabeth à l'époque. Elle ne l'a pas jugé et leur amour a tenu bon, envers et contre tout. Bah, à un moment, je voulais qu'elle me quitte. Hein. La relation n'était pas concevable du tout. Ah oui, puisque là, pour moi ma vie, elle s'arrêtait, quoi. J'avais plus d'objectifs, j'avais plus rien. Je voulais pas d'enfant de peur de partir trop tôt, quoi. Karl, ça a été une horreur. Ah non, mais on sourit, mais ça a été vraiment horrible. Il a fallu lui faire voir que la vie, elle continuait, qu'il n'était pas mort, surtout, que la maladie, elle était là, d'accord, mais qu'elle n'était pas en train de le tuer en 24 heures, qu'il avait encore de belles années devant lui, qu'il avait le droit d'être papa, que c'était pas parce qu'il avait fait des bêtises que voilà, sa vie était finie, qu'elle était terminée, c'est pas vrai. Faire un enfant malgré le virus, Karl n'y croyait pas. Mais l'assistance médicale à la procréation permet aux séropositifs, hommes ou femmes, de faire un bébé sans transmettre le virus. Lavage de sperme, insémination artificielle, des mots un peu barbares pour des techniques qui ont permis à Vincent de voir le jour. Bah, quand je suis devenu père, j'étais soulagé. Soulagé de quoi? Qu'il était en pleine santé et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Ça m'a permis de me détendre, du moins un petit peu. Ça m'a permis de me... C'est vrai que ça change une vie, quoi. Puis après, on pense beaucoup moins à ce qu'on a, et puis on pense beaucoup plus à ce qu'il faut lui, quoi. Et c'est un bonheur de penser qu'à ça. Maintenant, c'est un petit bonhomme, hein. On va voir pour le deuxième. Elle voulait un deuxième, du coup. Ouais, madame veut une fille. Aujourd'hui, 85% des séropos dépistés en France sont suivis médicalement et la plupart sont en succès thérapeutique, avec une charge virale indétectable. Mais ces chiffres, témoignant d'un succès médical inimaginable il y a encore 15 ans, ne racontent pas tout. Ils ne disent pas l'isolement, la discrimination, les suicides. Ils ne racontent pas non plus les histoires de vies brisées, les gueules cassées des années SIDA. Grégory accompagne au quotidien ces oubliés de l'épidémie. On va voir Max. Et tu vas voir le contraste d'ailleurs entre cette grande avenue
qui grouille de vie, de touristes. Et puis lui, qui est dans son petit appartement, finalement coupé du monde, qui est à 50 mètres de lui. Max, il a une histoire médicale qui est très représentative en fait, de la plupart des gens dont on s'occupe. C'est-à-dire qu'il a non seulement une histoire de vie avec le VIH, mais il a une multiplicité de problèmes et d'autres complications de santé qui sont venues au fil du temps et qui ont comme conséquence aujourd'hui qu'il a quasiment plus l'usage de ses jambes et qu'il est essentiellement en fauteuil roulant. Bonjour Max. Bonjour. Entrez. Comment ça va? Ça peut aller. Je vous ai apporté du printemps. Ah, c'est gentil. Max a été contaminé il y a 23 ans. À l'époque, il venait de débuter une carrière de mannequin entre New York et Paris. Ça va ces derniers temps. Il était aussi sur le point de signer un album avec une maison de disques. Et puis, ça, c'est toi quand t'étais... Ça, c'est toi à quel âge? c'est moi à 20 ans. Ça, c'était avant que tu aies Oui. été contaminé. Oui, tout à fait. Oui. Parce que tu as été contaminé à quel moment? 87. Et bon, comme tout le monde, les choses se sont un petit peu arrêtées, quoi. Il y a eu comme un arrêt temporel. Et puis bon, les choses sont, tous les projets se cassent et, parce qu'on devient plus fiable. Moi, je me sentais un poison pour les autres, et les autres me voyaient comme un poison pour eux. Donc, les relations humaines deviennent très compliquées. Et puis bon, voilà, quoi. Après, il y a des complications, perte de poids, perte d'énergie, les traitements très lourds. Quand c'est arrivé l'an 2000, j'étais étonné. Parce que moi, je pensais que je serais plus là. Max est un survivant, mais un survivant amoché. Au fil des ans, il a développé une série de pathologies liées au VIH. Un zona, une embolie pulmonaire, une forme de cancer appelée maladie de Hodgkin. Il est aussi infecté par l'hépatite C. En 2006, malgré la trithérapie et une charge virale indétectable, Max fait un AVC et tombe dans le coma. Il se réveille paralysé. C'est pas parce qu'il a été très immunodéprimé qu'il y a eu ces conséquences-là. On voit des gens dans des difficultés médicales, physiques majeures et qui souvent sont stabilisés au niveau des bilans VIH. Ça n'est pas le VIH le problème. C'est lié à 20 ans de vie avec le VIH. Et ça, c'est une réalité invisible dont on ne parle pas. Et on s'imagine toujours que c'est les gens en échappement thérapeutique ou ceux qui ont déconné en prenant mal leur traitement qui sont entre guillemets punis parce que c'est une conséquence. Non, Max en est une illustration. Il y en a plein d'autres exemples de gens qui avaient S604, une charge virale indétectable, et qui ont développé des atteintes neurologiques avec des conséquences au niveau du corps dramatiques. Je suis un homme de 44 ans. Ma vie n'est pas finie. Et donc voilà, il faut continuer de construire et de se battre. J'ai encore la possibilité d'écrire, j'ai encore la possibilité d'aimer, j'ai encore la possibilité d'avoir du plaisir et même d'avoir des objectifs à long terme. Question à 1 million. On s'apprécierait autant si j'étais séropositif? Est-ce que vous me trouveriez toujours aussi mimi si j'étais séropositive? 30 ans après l'apparition du virus, les spots SIDA nous rappellent, année après année, que l'épidémie est toujours parmi nous. Environ 7000 nouveaux cas de séropositivité sont découverts tous les ans en France. Et un tiers sont dépistés à un stade avancé de la maladie. Oui, on a fait des progrès en matière thérapeutique, c'est des progrès bouleversants. Mais ce qu'on voit, c'est que le taux de nouvelles infections ne bouge pas. Il y a toujours 7000 nouvelles infections chaque année. Donc ça, c'est quand même un échec. On est dans l'échec de la prévention. Début 2010, un rapport de la Cour des comptes alerte.
maintien à un niveau élevé des découvertes de séropositivité. Politique publique insuffisamment active. Il faudrait donc renforcer la prévention et le dépistage. Et surtout, mieux cibler la prévention sur les groupes à risque. Car depuis toujours, le sida est, quoi qu'on en dise, une maladie qui touche des groupes spécifiques. La maladie de la marge, de l'autre, de la différence. En France, les populations qui sont les plus concernées par le VIH, ce sont les homosexuels masculins et les migrants d'origine d'Afrique subsaharienne, et en particulier les femmes. Donc c'est vers ces groupes-là qu'il faut faire le plus d'efforts. Aujourd'hui, malheureusement, cette espèce de langage politiquement correct qui vise à dire que tout le monde est totalement égal vis-à-vis du risque d'infection par le VIH, qui est vrai biologiquement, mais ce qui n'est pas vrai quand on regarde les modes de vie des individus, eh bien, ça conduit à des choses aberrantes, où on a dans les régions de France des groupes régionaux de santé publique qui vont aller financer des actions vers les jeunes, comme si on était dans une épidémie généralisée, et qui se refusent à financer des actions de prévention vers les gays ou vers les migrants, parce qu'ils considèrent que c'est du communautarisme. Quand on s'est rencontrés, Alexis m'a dit qu'il avait le virus du sida. Il aura fallu attendre le début des années 2000 pour que le ministère de la Santé produise enfin des spots ciblés comme celui-ci. Est-ce suffisant quand on sait que les migrants représentent un tiers des nouveaux cas d'infection ? La seule chose qui soit difficile à vivre, c'est votre regard. J'étais blessée pour une balle de guerre dans les jambes droites. Là. Et à ce moment-là, j'avais fait une transfusion sanguine, une situation terrible. Très, très difficile. Je n'avais pas de moyens. Et à partir de ce moment-là, je me disais toujours dans ma tête, la condition que j'avais fait les transfusions sanguines, ce n'était pas assurant pour moi. Louisa a été contaminée en Afrique, mais n'a découvert son infection qu'en France, où elle vit et travaille. Elle aurait aimé parler à visage découvert, simplement pour dire qu'ici, elle vivait normalement avec le VIH, grâce à un traitement qu'elle tolère bien. Mais une partie de sa famille a fait pression sur elle pour qu'elle cache son identité. Un tabou qu'elle dénonce, car ne pas en parler, c'est continuer à nourrir l'épidémie parmi les migrants qui vivent en France. En Afrique, une fille qui a le sida, les parents ils ont honte parce qu'ils vont lui dire que c'est une prostituée. Et la prostitution, ça ne regarde pas personne, mais en Afrique, c'est un péché mortel. C'est la honte pour la famille. Je n'ai pas caché pour les gens de mon entourage, mais pour les personnes qui ne sont pas ma famille, je ne peux pas parler comme ça. Non, je ne peux pas parce qu'après les gens, avant ils venaient à ta maison, ils ne viennent pas. Déjà, être immigrant, ce n'est pas facile. Et quand la communauté qui vient de ton pays ne t'accepte pas, c'est difficile encore. Ils sont continués à se cacher. On n'aide pas à notre entourage à se préserver, à faire le contrôle, à faire des dépistages. Je vais transmettre une image qu'on vit. Même qu'on est africain, on est en France. C'est pourquoi il y a des familles françaises qui acceptent de montrer ce visage. Pourquoi pas nous? On est tous malades. Hein? Il faut qu'on enlève cette mentalité, qu'on est des Africains, on ne peut pas se montrer, que les Blancs c'est différent. Non, on n'est pas différents. On est tous malades. Néanmoins, lentement, la situation s'améliore. Depuis 2003, le nombre de nouvelles infections chez les migrants a baissé en France. Le plus grand échec de la prévention est ailleurs. Chez les gays, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, pour reprendre le terme officiellement consacré. Ils représentent en France près de la moitié des nouveaux cas de séropositivité découverts en 2008.
L'épidémie a repris en 2000 chez les homos. Aujourd'hui, les chiffres stagnent. Aucune tendance à la baisse. C'est à Berlin, épicentre de la culture gay européenne, que nous en avons cherché les raisons. Dans cette ville, près de 80% des nouveaux séropos dépistés sont homosexuels. La nuit gay berlinoise. On vient de toute l'Europe pour y goûter. Il y a un immense choix de soirées, de sex-clubs, de partous. Et parler du sexe sans capote, ce n'est plus vraiment un tabou. Bien au contraire. À 80%, je dirais que ouais. 80%. C'est vraiment devenu un effet de mode de faire l'amour sans capote. Alors c'est clair, il y a maintenant tous ces médicaments qui aident à réduire les symptômes. Et du coup, ça aide à pas déclarer le sida. Tous ces médicaments nous permettent de baiser sans se protéger. Et vous savez, moi aussi je trouve que c'est kiffant de baiser sans capote. Mais en même temps, bon, c'est pas vraiment safe. Et sinon, est-ce qu'il y a des nuits où le seul but pour toi, c'est de trouver des plans cul? Bien sûr, il y a des nuits à plan cul. Mais bon, c'est plus efficace par Internet. Sur certains sites, on peut se créer un profil où on indique si on cherche des rapports protégés ou non. Il y en a qui indiquent avec capote, mais qui ensuite demandent si on peut faire l'amour sans. Aber es ist halt dann wiederum auf irgendwelchen Sexpartys oder so da. Dans les partous, il faut faire attention à plusieurs choses. Par exemple, j'ai vu un mec en train de baiser un autre mec avec une capote et il garde la même capote pour baiser le suivant. Lui ne court aucun danger, mais il peut transmettre le virus de l'un à l'autre. Cela fait 10 ans que je suis séropo. Et durant toutes ces années, j'ai connu beaucoup de séropositifs. On reste entre nous pour pouvoir pratiquer le sexe sans capote. Ou avec des amis, d'amis. On s'est fait un réseau très dense. Pendant longtemps, je n'avais aucun problème avec ça. Mais maintenant, je fais plus attention. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà attrapé la syphilis et d'autres MST. Et maintenant, je vois comment ça se passe avec l'hépatite C et je flippe. Je sais que je peux très bien l'attraper et je veux minimiser les risques au maximum. J'ai entendu parler de séronégatifs qui voulaient se faire contaminer, devenir séropos en fait. Il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus. T'en as déjà entendu parler, toi ? Ah, tu penses au posing? On appelle ça aussi potzen. Oui, explique-moi ce que c'est. Le posing, c'est le fait de contaminer quelqu'un volontairement. Donc soit le mec séronégatif le sait, soit il ne le sait pas. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux médias. Mais en fait, ce n'est pas si fréquent que ça. Moi-même, je n'ai été contacté que 2 fois par Internet pour ça. Je ne l'ai vécu que sur Internet, pas en direct. Chez beaucoup, ça relève juste du fantasme.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob jedes Kondom, was wir verschenken, benutzt wird. Wenn aber nur einer oder zwei Je ne suis même pas sûr que toutes les capotes que je donne soient utilisées. Mais si un ou deux réfléchissent et utilisent notre capote, c'est toujours ça de gagner. Je suis sûr qu'au moins un des mecs ce soir va utiliser notre capote. C'est vrai que les médicaments ont beaucoup changé la donne. Ça ne facilite pas la prévention, au contraire. Ça la rend encore plus difficile. Du coup, les jeunes homos se disent « Ok, il suffit de prendre une pilule alors ». C'est pas plus compliqué que lorsque je gobe une pilule en soirée. Le ras-le-bol de la capote, on le retrouve de la même façon chez les hétéros. Mais la différence, c'est que le taux de prévalence du virus est beaucoup plus élevé chez les homos. 1 sur 5 serait séropo, parfois sans le savoir. Il y aurait 200 fois plus de risques de se faire contaminer au cours d'un rapport non protégé entre hommes. Malgré ces risques, il semblerait que le sida ne fasse plus peur. Question de génération peut-être. Je crois franchement que si on nous avait dit ça en 92 ou 95, qu'on arriverait à avoir un traitement aussi facile à prendre, je crois qu'on aurait tous rigolé. Et c'est ça qui est difficile. Comment on explique ça aux gens pour les convaincre que le sida, comme malgré tout, il vaut mieux passer à côté et qu'il vaut mieux pas se faire contaminer. C'est ça tout le gros problème de la prévention aujourd'hui. On ne peut pas sans arrêt dire que c'est compliqué, c'est grave, 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 quand les choses sont réellement venues plus simples. Les gens vivent dans leur vie tous les jours le fait que ça va mieux. Et c'est grave. Comment on fait dans ce cas-là pour susciter l'intérêt associatif ou le bénévolat quand c'est moins dramatique? Je crois que les gays, en tout cas, n'ont plus assez peur. Ils ont passé 20 ans, 25 ans à être terrorisés par cette maladie. Et il y a maintenant un sujet, vraiment un angle très identitaire dans le fait justement de sortir de cette peur. C'est-à-dire, c'est cette peur qui nous a marqués. Les jeunes de 20 ans, de 30 ans ont envie de vivre sans cette peur. Je ne crois pas que les séronégats aujourd'hui s'imaginent que prendre un médicament à vie comme ça soit difficile. Je crois qu'ils sont persuadés que c'est facile. Une maladie qui vient du sexe, on ne se remet pas tout de suite comme ça à avoir une vie sexuelle super fun après avoir découvert qu'on est séropo. Protégez-vous, le sida tue. Pendant longtemps, ces mots suffisaient. La peur suffisait à faire entendre au plus grand nombre ces avertissements. Mais aujourd'hui, le discours du tout capote montre ses limites. De toute façon, la capote, ça reste ça doit rester le gold standard de la prévention de la transmission. Mais on sait que la capote, tout le temps, avec tous ses partenaires, pour toutes ses pratiques et pour toute une vie, c'est très bien s'il y en a qui arrivent, mais on sait que c'est illusoire de penser qu'on va maîtriser l'épidémie du VIH uniquement avec des messages qui disent aux gens « mettez des capotes dans toutes les circonstances ». De nouveaux messages préventifs font ainsi leur apparition. Des messages surprenants comme celui-ci, apparu dans les dernières conférences sur le sida. Traiter, c'est prévenir. Un message basé sur l'idée qu'on dispose aujourd'hui de traitements efficaces qui permettent de réduire considérablement la transmission du VIH, tout en améliorant la qualité et l'espérance de vie des personnes atteintes.
Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Ça va faire 6 mois, là. Oui. Le dernier bilan, bah, il est plutôt bien, quand même. Hein. Et Vanessa, elle, 1570 T4. C'est mieux que maman. Hein. Marie et sa fille Vanessa sont toutes deux séropositives. C'est lors de sa grossesse que Marie a découvert son infection, transmise in utero à son bébé. Vanessa a donc grandi, petite fille, adolescente, puis jeune femme, découvrant l'amour et le sexe avec ce virus qu'elle a appris à domestiquer depuis l'enfance. Le professeur Vidcock la suit depuis qu'elle est née. Moi, Vanessa, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné quand même, c'est comment on peut être né avec le VIH, prendre des traitements depuis le début, à peu près. Hein. Ah bah depuis le début, oui. Et être, disons, aussi en forme et épanoui. Et a priori, je peux me tromper, mais bien dans sa tête quand même. Je suis en forme, je peux faire ce que je veux, je peux faire du sport, je peux faire la fête, je peux sortir en boîte, je peux faire tout ce qui me plaît en fait, donc j'ai pas de raison de déprimer. Vous, ça vous a posé un problème déjà, ces premiers petits copains? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Non. Voilà, elle a eu des petits copains. Et puis, en fait, le mieux pour toi, c'est de leur dire au départ, comme ça, voilà, quoi. Tous ses amis sont au courant, tous les petits copains qu'elle a eus sont au courant, donc... Et celui actuel, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 4 mois et demi. Et alors, au début, vous aviez des préservatifs, c'est ça? Non. D'emblée, tu lui as dit... Je lui ai dit, écoute, voilà, moi je suis séropositive, donc je lui ai tout expliqué, que j'avais 2 cachets à prendre par jour, que ça m'empêchait pas de vivre ma vie et tout, et j'ai dit, voilà, maintenant je te l'ai dit, t'acceptes pas, et voilà quoi. Il m'a dit, et comment ça se passe au niveau des rapports? J'ai dit, écoute, tu mets le préservatif, et puis le jour où t'as plus envie d'en mettre, t'en mets plus, mais voilà, maintenant moi je t'ai prévenu. Je te dis que je peux pas le transmettre, mais après c'est pas sûr à 100%. Donc il y a toujours un risque et voilà, le jour où, si jamais il y a un jour où ça se passe mal ou quoi et que tu te rends compte que tu l'as, t'assumes. Et dans ton fort intérieur, tu penses que tu as une probabilité éventuellement de transmettre le virus ou tu es assez convaincu que tu peux pas le transmettre? Moi je suis convaincue que je peux pas lui transmettre. Moi je te cautionne assez dans ce discours. Hein. Vanessa, elle est séropositive depuis je ne sais combien de fois, depuis 22 ans. Oui. Elle prend les traitements, sa charge virale est indétectable depuis 97, 98. Donc le risque de transmission, pour moi, il est nul. Je pense que là, on a un discours qui est vraiment un discours de maturité complète. Enfin, je ne peux pas mettre en doute tout ce qu'elle me raconte. Et puis les liens qu'elle a avec son petit ami et tout. Donc son petit ami, il est informé. Donc moi, je crois que ce qui est essentiel, c'est l'information entre les deux personnes. Et moi, je pense, oui, à mon âme et conscience, que le risque de transmission du virus, il est nul. Dans le cas nul, quasiment nul. Et ça, j'ai constaté depuis très très longtemps. Quand les gens, globalement, ont une charge virale indétectable, on ne voit pas de nouveaux cas de séropositifs dans l'entourage. Ce qui me paraît beaucoup plus grave, c'est les gens qui ont des rapports non protégés, sans savoir s'ils sont porteurs du virus, alors qu'ils le sont. C'est exceptionnel d'avoir pu filmer une telle conversation, car le sujet abordé avec Vanessa, le choix qu'elle a fait avec son petit ami de ne pas mettre de capote, est tabou. Le professeur Vidcock n'en semble pas alarmé. Sa patiente est sous traitement, avec une charge virale indétectable depuis des années, et d'après lui, le risque qu'elle contamine les autres serait donc infime. Pendant longtemps, ce sujet était abordé uniquement dans le huis clos du cabinet des médecins, jusqu'à ce que des professeurs suisses décident d'en parler publiquement, en publiant, début 2008, un article dans le bulletin des médecins suisses. Il titrait « Les personnes séropositives ne souffrant d'aucune autre MST et suivant un traitement antirétroviral efficace ne transmettent pas le VIH par voie sexuelle. » Cet article était basé sur des études de couples hétérosexuels. Ils ont dit précisément quand quelqu'un est dans une vie sexuelle stable, avec un ou une partenaire stable, que personne ne va voir ailleurs, que la charge virale plasmatique est contrôlée depuis longtemps, à ce moment-là, le risque de transmission sexuelle est nul. Donc ils ont utilisé le mot nul. Moi, je préfère dire très faible. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on voudrait au moins avoir l'illusion d'être assuré par un risque zéro. Ça n'existe pas.
Et là, par contre, on a des données extrêmement, je dirais, solides pour montrer qu'il y a une réduction considérable du risque, qui est supérieure à 90%, qui est sans doute même équivalente à celui du préservatif. Et donc, je pense que ça peut rassurer les personnes séropositives quand elles ont une vie sexuelle, c'est de dire, si la capote craque, le risque de transmission à l'autre est beaucoup plus faible. Mais on ne dit jamais le risque est zéro. On ne dit jamais arrêtez la capote. Non, il ne s'agit pas de renoncer à la capote, simplement de rassurer les séropos. Et pour ceux qui confient à leur médecin, ne pas se protéger tout le temps, de limiter le risque qu'ils contaminent leur partenaire. Dans le rapport Ieni 2010, la Bible des infectiologues français, il est ainsi clairement recommandé. Dans les relations stables, le contrôle de la charge virale doit être considéré comme une méthode supplémentaire et efficace de réduction des risques lorsque le préservatif n'est pas utilisé. Les traitements ont révolutionné la vie intime des séropos. La peur panique qu'ont beaucoup d'entre eux de contaminer les autres s'est considérablement allégée. En l'absence d'un vaccin qui n'existera peut-être jamais, les trithérapies laissent ainsi entrevoir un espoir fou. Les grandes épidémies de syphilis, c'est la même chose. Avec l'arrivée des antibiotiques, les personnes qui avaient la syphilis ne transmettaient plus le bacille de la syphilis à d'autres personnes. Et ce sera pareil avec le VIH. Si on traite aujourd'hui toutes les personnes qui vivent avec le VIH, on peut arrêter l'épidémie dans plusieurs années. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. La fin du sida, oui, possible en théorie. Mais le VIH, parce qu'il s'immisce dans la sexualité, dans ce qu'il y a de plus irrationnel en nous, ne sera jamais simple à maîtriser. Même dans les pays qui disposent de médicaments de pointe. En France, on estime que 40 000 personnes seraient contaminées sans être dépistées. 40 000 personnes qui, dans l'ignorance de leur séropositivité, ne sont pas prises en charge médicalement, se mettent en danger de mort et continuent de propager le virus. Les bons vieux mots d'ordre des spots sida d'hier à aujourd'hui sont donc toujours de mise. Protégez-vous et faites-vous dépister.